Je voudrais avant toute chose adresser quelques chaleureux remerciements. D'abord aux personnes qui vous ont accueillis ce matin et sans qui une journée comme celle-là ne pourrait pas se tenir. Laurence Salé en particulier, qui comme toujours a abattu un travail considérable. Et puis l'équipe des doctorants qui l'accompagnent aujourd'hui, Caroline Feugereux, Marine Nemetz et Maxime Charité. Merci ensuite à vous, public, d'être venu en provenance du monde académique, étudiants et collègues universitaires, mais aussi au-delà. Et je crois que le thème de cette journée est particulièrement propice aux échanges entre chercheurs et praticiens, et je me réjouis, moi aussi, dans cette perspective de la présence des uns et des autres aujourd'hui, y compris donc parmi les participants. Et puis, mille merci enfin, et bien sûr aux différents intervenants de ce colloque qui ont accepté de se pencher sur cette question de l'instrumentation de la déontologie dans la fonction publique et dans l'entreprise. Instrumentation qu'en l'occurrence, je serais presque tenté d'entendre ici en son double sens, c'est-à-dire non seulement, et d'abord bien sûr dans son sens technique, autrement dit comme ensemble d'instruments, d'appareils, d'outils, pour reprendre l'intitulé de ce colloque, d'outils qui sont utilisés pour une activité déterminée, mais aussi peut-être finalement en son sens artistique, autrement dit comme forme d'orchestration, cet art de composer pour chaque instrument de l'orchestre, et surtout peut-être de combiner, d'équilibrer, d'arranger l'ensemble pour obtenir l'harmonie recherchée. Et je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, en matière d'instrumentation déontologique, l'orchestre est plus symphonique que de chambre. Le fait est que les instruments censés favoriser le respect des règles déontologiques sont nombreux. Il n'est d'ailleurs pas absolument certain qu'ils soient tous parfaitement accordés. C'est peut-être une question qu'on abordera aujourd'hui. Alors, j'arrêterai là la métaphore musicale et je voudrais simplement, dans ce propos introductif, tenter brièvement de recontextualiser cette journée en rappelant simplement deux choses. D'une part, de quelle déontologie parle-t-on ici, et d'autre part, pourquoi s'intéresser aujourd'hui aux instruments qui leur sont propres. D'abord, les déontologies qui nous préoccupent aujourd'hui ne sont pas, ou en tout cas pas seulement, celles qu'on qualifie habituellement de déontologie professionnelle, c'est-à-dire celles qui rassemblent les règles et devoirs régissant l'exercice d'une profession déterminée, et dont on trouve à la fois l'origine et le modèle archétypal dans l'univers des professions libérales. Les déontologies dont on parle aujourd'hui, ce serait plutôt, en tout cas au premier chef, celles qui, par opposition aux déontologies professionnelles, pourraient être qualifiées de déontologie de l'activité professionnelle, ou déontologie institutionnelle peut-être, ou déontologie institutionnelle de l'activité professionnelle. C'est-à-dire celles qui accompagnent l'exercice d'une activité professionnelle au sein d'une institution hiérarchisée qui impose à ses employés un ensemble de devoirs en rapport aux valeurs que cette institution promeut. De ce point de vue, et en premier lieu, il existe de très longue date une déontologie des fonctions publiques. Alors certes, il y a des déontologies dans la fonction publique parce qu'il y a des métiers, des missions, des professions différentes. Les médecins hospitaliers, les magistrats, les policiers sont évidemment astreints à une déontologie qui, pour partie, leur est propre. Mais il y a aussi une déontologie de la fonction publique, des principes communs qui s'articulent autour des valeurs du service public et de l'action publique, et qui dessine en l'occurrence un certain nombre d'obligations historiquement d'abord plutôt formalisées par le juge, mais que la loi du 20 avril 2016 a pour partie solennellement gravé dans le marbre du statut général, voire a contribué à mieux définir. Je veux parler ici de la prohibition des conflits d'intérêts, dont la définition, comme chacun sait, figurait déjà dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique applicable aux élus. Alors évidemment, il importe ici de dire que cette écriture législative de la déontologie administrative n'en épuise absolument pas le contenu, pas plus qu'elle n'interdit de l'adapter à telle ou telle activité ou mission. D'une certaine manière, le Conseil d'État l'a rappelé il y a quelques mois, c'est un exemple, en consacrant spécifiquement à l'adresse des enseignants du primaire et du secondaire, et à ma connaissance pour la première fois, en tout cas d'aussi nette façon,
une exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité des enseignants dans leur relation avec les mineurs, je cite. Exigence qui trouve sa raison d'être, le Conseil d'État l'affirme très expressément, dans le lien de confiance qui doit unir les enfants et les familles aux enseignants. Et puis le législateur lui-même, ensuite, l'a clairement souligné en 2016, en conférant à tout chef de service le pouvoir, je cite, de préciser les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité en les adaptant aux missions du service. Bref, la déontologie comme énoncé de devoirs professionnels dans des situations concrètes est à la fois une et plurielle, si je puis me permettre de citer le président Vigouroux. Elle est une matière vivante et c'est aussi pour cette raison qu'en sus du bâton qui menacerait de les battre, c'est aussi d'une boussole dont les agents ont besoin. Par ailleurs, et en second lieu, cette déontologie institutionnelle de l'activité professionnelle qui transcende le métier, qui invite à mettre ce métier au service d'une utilité commune, cette déontologie-là, alors certes évidemment avec d'autres finalités, a aussi pénétré le monde de l'entreprise. En particulier en conséquence d'un mouvement de pensée né aux États-Unis, mais qui depuis plusieurs décennies déjà a largement influencé l'Europe, le monde de l'entreprise s'est trouvé confronté à la question éthique, forme idéale de réconciliation du profit et de la vertu, et censée favoriser l'intérêt à long terme de l'entreprise et de ses employés. Et de ce mouvement qui conduit l'entreprise à afficher des valeurs que notamment ses employés sont invités à respecter, de ce mouvement, il a résulté la production de normes de conduite. Normes destinées à promouvoir les comportements éthiques des salariés, à promouvoir des comportements et des choix adéquats conformément aux valeurs affichées de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci. Et il y a là ce qu'on peut sans doute appeler, comme le font d'ailleurs certains auteurs, des déontologies d'entreprise, même si il faut bien avouer que le monde de l'entreprise, aujourd'hui, privilégie très largement le terme d'éthique d'entreprise. Alors, on est confronté là à une vraie difficulté sémantique, puisque, évidemment, et le président Vigouroux saurait le dire bien mieux que moi, l'éthique qui, au sens strict, est personnelle, réflexive, facultative, n'est pas la déontologie, qui, au sens strict, est collective, fixée et obligatoire. Mais outre qu'il existe sans doute des liens entre l'éthique et la déontologie, la première pouvant aider à respecter la seconde, et peut-être cette journée permettra-t-elle d'éclairer ces liens, je crois qu'on peut considérer les codes et chartes d'éthique des entreprises, non pas bien sûr comme des éléments d'une déontologie professionnelle classique, mais bien comme l'expression d'une forme de déontologie de l'activité professionnelle au sens que j'évoquais, un ensemble de devoirs, savoir-être et savoir-faire en rapport à celle des valeurs que l'institution promeut. Cette première précision faite quant aux déontologies dont on parle, pourquoi s'intéresser aujourd'hui aux instruments qui leur sont propres ? Alors, en quelques mots, ce colloque est le fruit d'un constat, source de quelques questions. Ce constat, c'est que nous traversons un moment déontologique, pour reprendre les termes utilisés il y a quelques années par le vice-président du Conseil d'État. La période récente est en effet marquée par ce que le professeur Truchet avait lui décrit comme un besoin de déontologie, besoin qui touche autant le secteur public que le secteur privé, et qui s'est traduit par le renouvellement, notamment dans la loi, d'outils censés favoriser la diffusion d'une culture déontologique au sein des administrations et des entreprises. Et ce, dans une logique davantage préventive que répressive, dans un souci de transparence au bénéfice présumé de la confiance, le tout révélant, par certains aspects, et par-delà, encore une fois, les finalités évidemment très différentes et les inéluctables divergences de valeurs, révélant des éléments de convergence méthodologique au sein de la fonction publique et de l'entreprise. Dans la fonction publique, en premier lieu, ce moment a été marqué par cette loi dite déontologie du 20 avril 2016,
dont il n'était d'ailleurs pas fait mystère, qu'elle devait contribuer, comme la loi du 11 octobre 2013 avant elle, à redorer le mythe de l'intérêt général, à restaurer l'image de l'État pour retrouver la confiance des citoyens. Ce faisant, tout en gravant dans le marbre du statut le noyau dur des obligations d'agent public, la loi a doublement innové. D'une part, en introduisant dans une logique de transparence des outils de contrôle, des outils censés tout particulièrement favoriser la prévention des conflits d'intérêts, déclaration de situation d'intérêt et ou de situation patrimoniale imposée à certains agents, grosso modo à quelques nuances près sur le modèle de ce qu'avait prévu la loi de 2013 pour les élus, protection du lanceur d'alerte éthique qui signalerait une situation de conflit d'intérêts, attribution renforcée de la commission de déontologie dans le contrôle des départs vers le secteur privé pour s'en tenir à l'essentiel. Et puis d'autre part, la loi a sérieusement innové en consacrant, selon une logique dominante de soft law, des outils d'accompagnement. Des outils censés aider les agents à respecter la déontologie des fonctions publiques, je dirais en général. Alors évidemment, la nouvelle figure du référent déontologue est sans doute l'illustration principale, mais ce n'est pas la seule, je crois. Et par exemple, l'indication par le chef de service des principes déontologiques adaptés aux missions du service peut aussi s'inscrire dans cette logique en complément des nombreuses chartes qui existent déjà, ça ou là, dans la fonction publique. Ce faisant, et toute chose égale par ailleurs, par ce net renforcement de ce qu'on pourrait appeler des outils d'aide à la décision déontologiquement conforme, eh bien la fonction publique s'est peu ou prou rapprochée du modèle de l'entreprise. Entreprise où, par exemple, le déontologue, qu'on appelle aussi parfois compliance officer, est une figure, si ce n'est extrêmement répandue, à tout le moins connue, en particulier dans les entreprises ouvertes à l'international. Alors concernant le monde de l'entreprise précisément, et en second lieu, ce qu'il faut donc dire, c'est que ce monde-là, du moins une partie de ce monde-là, est depuis un moment déjà accoutumé à la mise en place de dispositifs dits de conformité ou de compliance, notion que le cercle de la compliance, association des professionnels de la compliance, a défini de la manière suivante, je cite, comme l'ensemble des processus qui permettent d'assurer le respect des normes applicables à l'entreprise par l'ensemble de ses salariés et dirigeants, mais aussi des valeurs et d'un esprit éthique insufflé par les dirigeants. Alors bien sûr, il conviendrait sans doute, là encore, de distinguer la conformité au sens strict qui renvoie aux moyens de faire respecter les normes et la démarche éthique qui vise à aider chaque acteur de l'entreprise à arbitrer, à adopter un comportement professionnel adéquat, conforme à l'éthique de l'entreprise. Mais conformité et éthique n'en restent pas moins indissociables, et c'est peu ou prou, me semble-t-il, ce qu'on peut retirer de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, qui est aussi finalement pour l'entreprise l'expression d'un moment déontologique. Non seulement parce que cette loi a fait de la probité une valeur obligée de l'entreprise, mais aussi parce qu'elle a imposé, pour la première fois, et à tout le moins dans les grandes entreprises, la mise en place de dispositifs de conformité, dispositifs censés comporter notamment un code de conduite intégré au règlement intérieur, un dispositif d'alerte sur les comportements contraires au code de conduite, une cartographie des risques, un dispositif de formation à disposition du personnel, et je ne mentionne pas tout. Alors, certes, ces dispositifs de conformité ne sont pas, je l'ai dit, une invention du législateur. Certes, ils ne s'imposent qu'aux entreprises de plus de 500 salariés dont le chiffre d'affaires dépasse 100 millions d'euros. Certes, ils sont centrés sur l'exigence de probité et de lutte contre la corruption. Mais il n'en reste pas moins que la loi Sapin II, comme la loi déontologie, non seulement dit quelque chose de l'enjeu que constitue aujourd'hui la déontologie dans les organisations de travail, mais de surcroît illustre, me semble-t-il, certaines convergences instrumentales de la déontologie dans la fonction publique et dans l'entreprise. Alors, c'était évidemment une convergence très relative. Il est par exemple remarquable, presque paradoxal, que la loi Sapin II n'impose pas aux entreprises d'instituer en tant que tel un déontologue, alors que la consultation d'un déontologue par les agents publics est présentée dans la loi déontologique comme un droit. Et puis, à l'inverse,
il y a dans la loi Sapin II des outils que la loi déontologie a ignorés, et je pense en particulier ici à la formation des personnels. Bref, l'objet de ce colloque n'est évidemment pas de comparer les lois déontologie et Sapin II, ce qui n'aurait aucun sens, mais bien plutôt de s'interroger sur l'enrichissement de ces outils dans les deux secteurs public et privé, d'en évaluer la pertinence et l'efficacité en croisant les regards, en partageant les expériences, voire de dégager des éléments de réponse aux questions que cet enrichissement soulève. Car ces questions sont nombreuses, et je terminerai par là, même s'il n'est évidemment pas question pour moi d'en établir ici une liste exhaustive, étant entendu que cette journée sera aussi, je l'espère, l'occasion d'en faire émerger. Je dirais simplement, d'abord, qu'il y a bien sûr toutes les questions spécifiques qui sont propres à la fois à la mise en œuvre de chaque dispositif, mais aussi à l'articulation de ces dispositifs entre eux. Je pense par exemple, alors même si les décrets d'application apportent quelques éléments de réponse, je pense aux difficultés qui, par exemple, dans la fonction publique, peuvent naître de la multiplicité des acteurs susceptibles d'intervenir dans le circuit de l'information déontologique. Déontologue au pluriel, supérieur hiérarchique, commission de déontologie, haute autorité pour la transparence de la vie publique. Puis on peut aussi penser à la question de l'articulation entre les principes déontologiques du corps et les principes déontologiques du service, etc., etc. Et puis, il y a ensuite des questions, je dirais, plus globales. D'une part, la question du sens. Que signifie cet enrichissement instrumental? De quoi est-il le nom et que masque-t-il aussi parfois? On connaît à cet égard la critique formulée par une partie de la doctrine qui tente à résumer l'éthique d'entreprise à une simple éthique d'affichage, si peu éthique et tellement stratégique, ou bien encore qui plus globalement dénonce l'émergence d'une mauvaise déontologie, autrement dit une déontologie du faire savoir plutôt que du savoir-faire. Et puis d'autre part, mais ce n'est pas sans lien, il y a la question de la mesure. Faut-il aujourd'hui aller plus loin ? Alors c'est par exemple, pour le cas de la fonction publique et en matière d'encadrement des conflits d'intérêts, la conclusion d'un rapport d'information parlementaire qui a été publié au début de l'année 2018, le rapport Matras-Marlex, qui préconise à la fois de développer le levier de la formation et de renforcer le contrôle du pantouflage, et qui, sur ce dernier point d'ailleurs, a été suivi par une proposition de loi, pour l'heure toujours officiellement en discussion. Mais en vérité, la question peut sans doute se poser pour de nombreux dispositifs. Fallait-il, par exemple, exclure du contenu des déclarations d'intérêt l'exercice des responsabilités bénévoles, au sein d'associations notamment? Ici, les agents publics échappent à une contrainte qui s'impose aux élus. Et on est en droit de s'interroger sur cette exclusion, notamment au plan local. Mais on peut aussi s'interroger sur le fait de s'interroger sur ce type de questions. Autrement dit, est-ce qu'à l'inverse, il ne faut pas, au contraire, prendre garde à ne pas aller trop loin? Ici, il est sans doute heureux que, y compris dans un certain nombre de dispositifs rendus obligatoires par le législateur, les employeurs conservent une marge, un espace d'invention pour adapter au mieux les outils dédiés. Quoi qu'il en soit, c'est aussi au risque de l'excès de déontologie, pour citer à nouveau le professeur Truchet, qu'il conviendrait aujourd'hui de prendre garde. Il s'agirait, je poursuis la citation, de ne pas surestimer les apparences par rapport aux réalités. Tout se passe, écrit-il, comme si l'accumulation des précautions déontologiques était bonne en elle-même, alors qu'il faudrait bien plutôt s'interroger sur l'adaptation à chacune des situations concrètes. Alors, le meilleur moyen pour apprécier tout cela, eh bien, c'est de se plonger dans l'analyse de ces outils, et c'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, vous l'avez vu, le programme de la journée est chargé, et je demanderai donc à nouveau aux intervenants de bien vouloir être vigilants à respecter les temps de parole, et au président de séance de bien vouloir y veiller, étant entendu que la publication ultérieure des actes de ce colloque permettra au besoin à chacun de détailler les éléments de sa communication. Et pour lancer véritablement nos travaux, je vais donc immédiatement laisser la parole au président Vigouroux
qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et je l'en remercie infiniment. Je préciserai simplement que l'intitulé de sa communication que je lui ai proposé est une citation de son propre ouvrage, de référence s'il en est. Alors je le dis parce que les guillemets ont sauté lors de l'édition du programme. Alors ce n'est pas une démarche tout à fait commune et j'espère qu'il ne m'en aura pas tenu rigueur, mais je ne suis tout simplement pas certain qu'on pouvait trouver mieux pour ouvrir cette journée que je vous souhaite à toutes et à tous excellente. Je vous remercie.